Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, la tribune des décideurs chaque lundi, l'occasion de recevoir les grands décideurs de l'actualité économique, ceux qui fabriquent au quotidien cette activité. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir le président du directoire de Zodiac Aerospace, en l'occurrence Olivier Zarwati. Bonjour Monsieur Zarwati. Bonjour Thomas. À mes côtés, on a également le plaisir de retrouver Robert Jules, notre partenaire de la tribune. Bonjour Robert. Bonjour Thomas. Vous avez 56 ans, Monsieur Zarwati. Eh oui. Vous dirigez depuis fin 2007, vous présidez destinée de Zodiac Aerospace. C'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 30 000 employés, dont 6 000 en France. Ça va permettre peut-être de mieux connaître cette activité. On permet aux internautes de poser toutes leurs questions. Elles étaient déjà nombreuses en amont de l'émission. On va commencer tout de suite avec une question de Robert. Oui, cet après-midi se tient à l'Élysée un conseil restreint sur le budget de la défense. Alors certes, votre groupe n'est pas principalement impliqué dans ce secteur, mais vous l'avez quand même au moins marginalement. Et en tant que observateur avisé de ce marché, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'aurai au moins une parole assez libre sur le sujet, puisque comme vous le faites remarquer, notre activité, notre groupe a quelques petites activités de défense, mais c'est maintenant moins de 10% de notre chiffre d'affaires. Nous avons développé notre groupe autour des activités de l'aviation commerciale. C'était notre stratégie, on a probablement eu raison. Et donc, les activités de défense sont marginales pour nous. C'est pas important la défense dans l'aéronautique ou ça reste important? Ça l'a été. Ça a été extrêmement important. Dans l'histoire longue, l'aéronautique commerciale a beaucoup été développée sur les évolutions technologiques apportées par la défense. Aujourd'hui, c'est quand même un petit peu moins le cas. Ce qui me permet donc d'avoir un avis extérieur sur les activités de défense et d'autant plus libre. Enfin, pour les informations que j'en ai, pour la petite exposition que nous avons au sujet, on peut quand même dire que là on va loin. Dans le Trop loin ? Trop loin. Dans le raisonnement consistant à considérer que finalement le budget de la défense est la variable d'ajustement du budget de la nation. Il y a un moment où on peut toujours réduire. On peut toujours réduire. C'est là, le législateur est souverain face à cette question, mais à un moment donné, il faut redéfinir les missions. Et il est probable que la France ne soit pas prête à redéfinir les missions de sa défense, et dans ce cas-là, il faut en tirer les conséquences et maintenir les budgets au niveau, qui sont d'ailleurs pas des niveaux énormes, mais au niveau convenable. Vous ne pensez pas que ça serait l'occasion, s'il y avait une redéfinition de ces missions, de repenser ce fameux projet que l'on voit, dont on parle toujours mais que l'on ne voit jamais, celui d'une défense européenne? Et beaucoup de préalables sont à réaliser avant que l'on puisse réellement aller dans cette voie de façon opérationnelle et confiante. Beaucoup de préalables. Alors, à propos d'Europe, il y a eu ce coup de tonnerre lors des dernières élections européennes. Comment est-ce que vous expliquez qu'on trouve des hommes politiques, des chefs d'entreprise qui sont presque par construction européens et qu'on n'arrive pas à faire passer cette flamme, cette fibre européenne au reste du pays? Oui, l'impression que l'on peut avoir, alors là encore je ne suis pas un politologue et je n'aurai pas un avis très autorisé, une lecture politique très fine des événements, mais en tant que citoyen, il me frappe que les électeurs français ont probablement voulu donner à leur gouvernement ce qu'on pourrait appeler un avertissement sans frais. Voilà, je vous pénalise sur l'élection européenne parce que intuitivement, implicitement, on considère que le scrutin européen est un scrutin sans grande importance. C'est évidemment très grave de considérer que ce scrutin est sans grande conséquence. Mais ça veut certainement dire que l'idée de l'Europe n'a pas été bien vendue aux citoyens, et suffisamment. Et en tant que chef d'entreprise, est-ce que l'Europe en fait assez pour ces entreprises? On voit les États-Unis très dynamiques, très actifs dans cette
guerre économique, l'appellent certains. Est-ce que vous trouvez que l'Europe elle est assez présente pour soutenir ses champions? Dans l'aéronautique, qui est le métier que je connais, dans l'aéronautique, l'Europe tient son rang. Elle fait le travail qu'elle doit faire. Elle a mis en place des programmes de soutien à la filière. Alors évidemment, ces programmes sont contraints par toutes les difficultés de la construction européenne. Mais bon, le programme Clean Sky, 2 milliards d'euros, c'est un programme important, pluriannuel, bien conduit, bien construit, et qui se renouvelle de session en session. Donc on ne peut pas dire que l'Europe ne fasse pas son boulot, en tout cas dans la filière que je connais. Robert. Dans les autres filières, je les connais pas. Je n'en parlerai pas avec autorité. La filière bancaire, par exemple? Alors précisément, ce qui défraie la chronique, c'est BNP Paribas aux États-Unis, donc un pays que vous connaissez bien. La banque française risque de se voir infliger une amende record de 10 milliards de dollars. En plus, selon certaines informations de la presse américaine, elle pourrait être sanctionnée pour ses activités aux États-Unis, notamment en libellé en dollars. Est-ce qu'il y a un acharnement anti-français actuellement? Vous voyez ça plutôt comme le fait qu'il y ait la volonté de punir ceux qui ne respectent pas les règles du jeu? Écoutez, d'acharnement anti-français aux États-Unis, moi je ne le perçois pas. Je ne le perçois pas. Dans nos activités, qui sont des activités d'aéronautique, espace défense, commerciale essentiellement, on ne perçoit pas du tout ce sentiment. Nous sommes en train de gérer un groupe à Paris, place de cotation parisienne. La moitié de nos salariés sont aux États-Unis. Bon, d'abord, on n'a pas de difficulté à recruter des salariés aux États-Unis, on n'a pas de difficulté à attirer des talents, et même les meilleurs talents. Et nous n'avons pas plus de difficultés à vendre aux États-Unis, chez Boeing, qu'en Europe, chez Airbus. Donc, je ne perçois pas du tout cette chose-là. Maintenant, les États-Unis sont un pays dans lequel il faut jouer les règles, jouer le jeu avec ses règles. Parce que là, l'enjeu, c'est quand même qu'ils considèrent que les règles du jeu s'appliquent à la planète entière à partir du moment où on utilise le dollar. Il faut être très attentif à la façon dont les règles sont exprimées. Et lorsqu'on fait du business aux États-Unis, il faut faire très attentif. Et je vais dire, il ne faut pas tricher, et je ne veux surtout pas donner l'impression que j'ai moi-même l'impression que d'autres ont triché, parce que c'est très compliqué. Mais parlant de nous-mêmes, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut être très attentif, et nous le sommes. Alors, on parle de vos employés, 6 000 encore en France. Est-ce que vous sentez des forces centrifuges? C'est un enjeu actuellement. On sent beaucoup de COMEX sont tentés par l'exil. Est-ce que vous le ressentez aussi concrètement? Oui, c'est une tentation, c'est une réalité. Ce n'est pas une fable, ça c'est une réalité. Vous avez des membres de ce COMEX qui viennent vous voir pour... Nous avons des personnes, membres du COMEX ou pas d'ailleurs, qui ont des raisons, qui auraient des raisons de business, qui auraient des bonnes raisons de dire quand même, moi, tous mes salariés sont hors de France, est-ce qu'il ne serait pas bon que je sois muté en dehors de ce pays? C'est une demande à laquelle je suis exposé de plus en plus souvent. Pourquoi alors? Pourquoi c'est maintenant de plus en plus souvent? Pas à dessein. Et maintenir une équipe de management homogène, unie, avec une certaine unité de lieu, même si on ne prétend pas avoir une unité de lieu totale, devient plus difficile que ça n'était. Mais donc, enfin, on est là pour se dire les choses aussi. C'est vraiment un enjeu maintenant pour les grandes entreprises de ce pays de garder leur talent, leur équipe de France en France, sur le sol français, au vu justement de ce contexte économique, fiscal, politique. Vous savez, on fait beaucoup de choses avec Internet. On a dématérialisé pas mal de procédés, pas mal de process de management. Vous imaginez bien qu'avec 6 000 salariés en France sur 30 000, on a aussi pas mal de cadres dirigeants qui sont à l'extérieur du pays, et pour de bonnes raisons. Et maintenir un noyau, un cœur de commandement homogène et lié devient un challenge. Alors, vous le savez, c'est une difficulté à laquelle nous n'étions pas confrontés, et maintenant nous le sommes.
C'est une émission interactive, on donne la parole aux internautes. Cybellon vous demande, Zodiac est un groupement de nombreuses sociétés sans politique d'achat groupe, en tout cas c'est lui qui le dit. Cela ne risque-t-il pas de pénaliser à terme les performances de Zodiac Aerospace? Les industriels européens n'ont-ils pas intérêt à plus se regrouper face aux concurrents des pays émergents? Alors, nous avons certainement intérêt à nous regrouper et nous avons certainement intérêt à regrouper nos achats et à développer des politiques d'achat homogènes. Donc ce n'est pas le cas encore, même au sein de Zodiac, hein. Zodiac est un groupe qui s'est développé en grande partie par croissance externe. Lorsque vous acquérez une entreprise, eh bien vous acquérez une entreprise, un fonds de commerce, des salariés, des métiers, des process, des produits et des supply chains, des bases de fournisseurs existants. Et dans l'aéronautique, nos produits sont certifiés à bord d'un appareil. Et changer un fournisseur impose de revenir devant le client et proposer un complément de certification. Donc c'est une raison industrielle. Donc c'est évidemment des choses que l'on fait, mais on est obligé de les faire avec beaucoup de prudence et de discrimination, et pour de bonnes raisons à chaque fois. Alors, des fournisseurs qui n'accompagnent pas le groupe dans son développement, qui ne souhaitent pas accompagner le groupe dans son développement, vont évidemment devoir être comparés à de nouveaux fournisseurs, et on a quand même une politique d'homogénéisation dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, tous azimuts, du jour au lendemain, changer toute la base de fournisseurs, parce que tout simplement, nous faisons des produits certifiés. Précisément, Boeing et Airbus ont leur carnet de commandes à des niveaux records. Comment vous arrivez à suivre la cadence derrière? On suit la cadence. Vous n'avez aucune tension sur vos fournisseurs, sur l'assemblage? On a des tensions, bien sûr, mais ce sont des tensions normales, et puis c'est un bon problème à avoir. Un problème de riche, c'est un problème agréable, gérer une croissance. Maintenant, si on regarde les chiffres et les faits, ce dont il est question, c'est d'accompagner une croissance de 5% du marché du transport aérien tous les ans. Et si on regarde la construction aérienne, compte tenu du fait qu'il y a des renouvellements de produits, on est peut-être en train de parler de 10 voire de 15%. C'est quand même pas des croissances auxquelles une entreprise industrielle bien gérée, bien conduite, bien préparée et gagnant de l'argent n'est pas capable de faire face. Donc on sait qu'on a ce challenge, nous le gérons, et je crois que nos clients n'ont pas de raison d'être inquiets à ce propos. Alors, autre question d'un internaute, combien de temps faudra-t-il aux Chinois pour concurrencer Airbus et Boeing? Un certain temps. Ça chiffre en quoi? En dizaines d'années? Oui, ça chiffre en décennies, oui. Pour concurrencer Airbus et Boeing, c'est-à-dire pour être présent... Vous avez déjà des clients? Bien sûr. Pour être présent sur ce marché au même niveau d'importance, de volume et d'influence, oui, on n'est évidemment pas en train de parler en décennies, au pluriel. Cyril, alors vous avez fait une partie de votre carrière, vous êtes ingénieur de formation, ce que vous dites pour sourire, c'est que vous n'avez cessé de perdre de l'altitude, hein. Vous avez commencé dans le spatial, et il y a une question de Cyril qui concerne la navette créée par Virgin, qui offre les premiers voyages commerciaux pour la Lune. Est-ce que ça va pousser les constructeurs à augmenter leurs investissements en R&D? C'est toujours marrant qu'il y ait des projets comme ça. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Il faut voir ce qui se passe. Ça nous fait rêver. On en parle tous les 2 ans au Bourget, à Farnborough. Et il y a de temps en temps des gens, effectivement, qui vont voler sur ces appareils. Maintenant, du point de vue du fonds de commerce, vous n'allez pas vendre beaucoup de sièges pour équiper les navettes spatiales? Ce ne sont pas des volumes très importants. Ça ne conduira pas à des volumes d'affaires très importants. Et c'est vrai que je ne compte pas seulement là-dessus pour renouveler, voire faire croître nos 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Précisément, le fait de mélanger les euros et les dollars, vous êtes dans une activité internationale et évidemment, vous avez un euro fort, vous vendez beaucoup de choses en dollars, oui. Vous achetez aussi, remarquez. Le niveau de l'euro vous satisfait ou vous le trouvez trop élevé? Non, il est trop élevé. Il est trop élevé. Il serait bien à 20, à 25. Toutes les nations, d'ailleurs, travaillent leur monnaie et travaillent la compétitivité de leur base industrielle au travers de leurs moyens d'action sur leur monnaie.
L'Europe ne semble pas être aussi préoccupée que les États-Unis, la Chine et d'autres, le Japon, de cette question-là. C'est évidemment un grand dommage. Mais excusez-moi, par rapport, c'est vrai que quand on remet cette question à l'ordre du jour, on répond toujours, les Allemands qui ont aussi l'Eurofort arrivent à exporter sans trop de problèmes. Vous savez, on nous parle de temps en temps de grands programmes de support à l'industrie. On parle du CICE, on parle du crédit impôt recherche, tout ça c'est des trucs formidables. Mais ça vaut à peu près 1 centime de glissement de la parité euro-dollar. Si la parité euro-dollar glisse dans un sens ou dans l'autre de 1 centime, on double l'effort ou on l'annule. Alors c'est quand même des avantages de l'Eurofort, c'est qu'on peut sortir son carnet de chèques plus facilement pour faire des acquisitions. Vous l'avez rappelé, hein, c'est la culture de l'entreprise qui s'est construite par croissance externe. Est-ce que vous regardez des cibles en ce moment? Naturellement. Bon, vous savez bien que la tradition dans ce domaine est de ne dire les acquisitions qu'après les avoir signées. Oui. Et ce serait une grande faute. De vous dévoiler le nom. En tout cas, il y aura de l'actualité prochainement. Avec Zodiac, on peut toujours s'attendre à de l'actualité dans ce domaine. Vous avez un niveau un montant d'investissement pour vos acquisitions? On a refinancé le groupe là, récemment et nous estimons avoir une puissance de feu de l'ordre de 1 milliard, 1,5 milliard d'euros. C'est un chiffre un petit peu théorique d'ailleurs, parce que si nous investissions 1 milliard, 1,5 milliard d'euros dans une activité qui évidemment devrait être rentable, on n'achèterait pas une activité qui soit moins rentable que la nôtre, eh bien on générerait ainsi une capacité d'endettement supplémentaire qui nous permettrait de pousser le bouchon un petit peu plus loin. Mais on pourrait envisager aujourd'hui des acquisitions de ce montant et nous travaillons en permanence un grand nombre de dossiers dans ce sens. Dans quelle zone, dans quelle monnaie? On a évidemment une préférence pour le dollar, bien sûr. D'abord parce que vous l'avez remarqué, l'Eurofort nous permet d'acheter dans de bonnes conditions en dollars, au moins ça a cet avantage. Et puis notre obsession est d'équilibrer d'effacer notre sensibilité au taux de change. Et le seul moyen de le faire, c'est évidemment de vendre plus en dollars et de travailler moins en euros. Acheter aux États-Unis est un bon moyen pour cela. Olivier demande, les avions sont toujours perçus comme des moyens de transport polluants, or c'est de moins en moins le cas selon lui. Que fait le GIFAS pour lutter contre cette mauvaise réputation? Alors on rappelle peut-être ce que c'est le GIFAS. Alors le GIFAS, c'est le groupement des industries françaises de l'aéronautique et de l'espace, aéronautique, défense et espace probablement, il n'y a pas de D dans le sigle. Donc c'est le groupement professionnel de l'aérospace français. Le GIFAS évidemment communique sur ce sujet et a matière à le faire. Votre question me laisse entendre que probablement il pourrait le faire encore plus et certainement faut-il le faire, mais quand même il n'y a pas, non, soyons pas trop catégoriques, je peux oublier quelque chose, il y a très peu d'industrie qui est autant travaillée que l'aéronautique dans le sens de l'avion plus vert. On a multiplié par 2 le trafic aérien en 5-7 ans et la consommation de fuel est restée la même. Donc ça s'est évidemment pas fait sans effort. Ce qu'il faut bien voir dans l'activité aéronautique civile, c'est que l'enjeu écologique est complètement aligné avec l'enjeu économique. Pourquoi? Parce que les avions sont d'autant meilleurs qu'ils consomment moins de fuel. Transporter des passagers à moins de litres par 100 km et par passager. Donc c'est un vrai enjeu pour les compagnies qui renouvellent la flotte. C'est extrêmement important, évidemment, pour la planète, ça on en est bien conscient. Mais si certains pouvaient penser que bon, c'est un sujet secondaire pour nous, eh bien non, ce n'est pas un sujet secondaire parce que c'est complètement parallèle avec nos objectifs économiques. Quand on veut développer notre activité
et vendre davantage d'avions, vendre plus de trafic aérien de sorte que les gens voyagent plus. Il faut évidemment que les prix des billets soient moins importants. Il faut que les compagnies aériennes aient des comptes de résultats plus favorables. Et ceci ne peut se faire qu'avec des avions plus verts. Et c'est quoi les avions plus verts? Ça passe par quel type de technologie? J'imagine de R&D, beaucoup d'allègement de poids. Il y a une start-up qui a lancé un siège en titane qui fait beaucoup parler d'elle, qui dit qu'elle permet d'économiser des tonnes de kérosène. Alors, les avions verts, ça passe par plusieurs choses. D'abord le moteur. Il faut avoir une motorisation plus verte. Ça, c'est pas votre parti. C'est pas notre parti, mais dans votre parti. Il faut quand même parler de cela. Si on ne parle pas de ça, on ne parle pas du sujet. Le moteur et l'aérodynamique de l'avion. Donc les nouveaux avions ont des motorisations nouvelles, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de nouvelles motorisations, et des nouvelles aérodynamiques, donc on travaille évidemment là-dessus. Le deuxième élément, et il est à mes yeux aussi important, et là il est complètement dans notre parti, c'est la cabine. Parce que faire voler un avion avec 10% de moins de fuel burn, excusez-moi cet anglicisme, ou faire voler le même avion avec 10% de plus de passagers à bord, on atteint le même résultat économique et écologique, mais on l'atteint tout de suite. Il suffit juste de réaménager la cabine. Et ça, c'est notre métier. Et alors, sur les sièges en titane, dont vous avez parlé. Ensuite, le troisième enjeu, c'est la masse. Ouais. La recherche de moins de masse, de plus d'efficacité massique de nos matériels. Bon, écoutez, on est dans l'aéronautique depuis toujours et on fait des produits de plus en plus légers depuis toujours. Il y a beaucoup de joueurs autour de la table qui veulent faire des produits les plus légers. La start-up à laquelle vous faites référence a un produit qui n'est pas exceptionnel par rapport à ce que fait le marché aujourd'hui. Le siège de 4 kg et maintenant, plusieurs acteurs sont capables de le faire. Mais c'est une course qui ne s'arrête pas. Nous sommes en permanence en train de chercher à alléger nos produits. Et ce n'est pas seulement les sièges, c'est également les coffres à bagages, c'est également les galets. Toute la cabine. Tout l'avion passe en permanence, année après année, à ce cycle de l'allègement. On n'arrête pas. On est dans l'aéronautique. Mais tout ça doit se faire non pas au détriment de la sécurité. Parce que le passager est très attentif. Bien sûr que non, bien sûr que non, c'est toute la difficulté. Non, parce que souvent on a vu des volontés d'économiser, alors je ne dis pas dans votre secteur d'industrie, mais qui a conduit aussi à des sortes d'aberrations en normes de sécurité. Oui, alors cette tension entre la performance et le risque, et l'acceptation d'un risque, qu'on est toujours soupçonné d'accepter d'autant plus facilement qu'on ne le prend pas soi-même, on le ferait prendre aux passagers. Cette tension, elle existe dans tous les métiers. La profession aéronautique a cette double particularité, d'une part, d'être exercée par des gens, d'être une profession réglementée. Nos produits sont réglementés, nos produits sont certifiés, on ne fait pas n'importe quoi dans l'aéronautique. On certifie un produit, on ne le change pas une fois qu'il est certifié. Donc évidemment les tentations sont sous contrôle resserré. Et puis par ailleurs, il se trouve, et pardon de parler de culture, c'est quand même un élément important, il se trouve que la sécurité fait vraiment partie de la culture de ce métier. Les gens sont très conscients à tous les niveaux de décision, à tous les niveaux de la chaîne de décision d'une entreprise aéronautique des enjeux de sécurité. Moi, tout le monde me dit toujours oui, mais c'est mes enfants qui vont voler dans cet avion et les gens ne font pas n'importe quoi. Et si un chef d'entreprise, s'il lui venait à l'idée, et je ne dis pas que c'est le cas, ça n'est pas le cas, mais de prendre des risques sur la sécurité, sur les matériels volants, la structure, l'organisation ne le permettrait pas. Antoine, et ça, c'est la culture de ce métier. Antoine vous demande comment se compare votre niveau de marge opérationnelle avec celle de vos concurrents. Est-ce que vous avez des actions pour améliorer cette marge? Alors, quand on se compare, on se console, je ne sais plus la citation. Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console.
Bon, on a des concurrents qui sont meilleurs, on a qui sont moins bons, et c'est une banalité, pardon, encore une fois. On fait pas mal d'efforts pour s'améliorer, on est en train de développer le Lean à grande échelle sur notre groupe, on a un certain nombre d'actions structurées pour améliorer notre profitabilité sans compromis sur la sécurité et sur l'innovation. Mais ça, je suis sûr que tous vos invités vous le disent. À propos de concurrents, on a eu une annonce un peu surprenante en provenance des États-Unis. On parlait de ce marché, BE Aerospace, qui du jour au lendemain s'est mis en vente. L'un de vos concurrents. Oui. Comment est-ce que vous analysez Il faudrait vraiment analyser une histoire qui se joue à chaud et dans un environnement qui est l'environnement des M&A, des fusions et acquisitions, où la tradition est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne dévoile les faits qu'une fois qu'on les a signés. Il faudrait donc que je joue au jeu des devinettes. Vous êtes quand même bien informé, j'imagine, dans ce petit monde. Nous faisons de notre mieux. Ce que je peux en dire, la seule chose que je peux en dire, c'est que ce mouvement semble indiquer un retour des fusions et acquisitions. Hein. C'est pas un dossier que vous pouvez regarder, ça? On est trop proche. Je ne pense pas que nous y serions autorisés, en tout cas pas dans l'intégralité. Mais éventuellement des parties. En partie, oui, il y a toujours des parties qui peuvent intéresser, mais dans l'intégralité, je ne pense pas que nous soyons intéressés à... Mais la leçon principale à retirer, c'est le grand jeu des M&A est actif. Une question peut-être un peu plus globale. On voit des équipementiers aéronautiques, des équipementiers automobiles qui s'en sortent très bien dans ce nouveau paysage mondialisé, alors que ça a été plus dur à une époque. Hein. Les sous-traitants étaient maltraités, les gros acteurs finalement rognaient leurs marges. C'est le cas donc dans ces business de l'aéronautique, de l'automobile, pas dans les télécoms. On voit Alcatel-Lucent qui a plus de mal. Comment est-ce que vous expliquez cette différence de traitement? Écoutez, je ne vous parlerai évidemment pas de façon savante du métier des télécoms. Par contre, je peux vous parler de l'aéronautique et éventuellement de ce que l'automobile pourrait avoir de commun avec notre métier. On a assisté à un glissement de la valeur ajoutée vers l'équipementier dans la construction aéronautique. Les avionneurs il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, lorsque ce métier a pris son essor, portait la totalité de l'effort, du risque et du financement, on trouvait finalement agréable de pouvoir s'appuyer sur une supply chain de plus en plus solide et vertueuse, ce qui a permis aux équipementiers d'apporter de la valeur, pas mal de valeur, à la construction des nouveaux appareils, de sorte qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'un avionneur pourrait à nouveau faire un avion de A à Z sans s'appuyer sur sa chaîne d'équipementiers. Donc évidemment, ce glissement de valeur vers les équipementiers a permis à ces joueurs de construire des business cases vertueux. Une autre question qui revient sur cette époque où vous fabriquiez, les deux activités en tout cas étaient aéronautique et maritime. Un internaute demande pourquoi est-ce que vous êtes séparés finalement de la plaisance. Est-ce que c'était vraiment trop éloigné? Le fameux Zodiac. Le Zodiac. Le Zodiac, on parle toujours du Zodiac parce qu'évidemment c'est la force du produit grand public. Vous en souffrez ça, cette image encore? On a gardé comme nom Zodiac Aerospace parce qu'on était quand même très très attachés à nos racines. Il faut quand même ajouter que Zodiac est à l'origine une société aéronautique. Nous avons été créés en 1896 comme société aéronautique pour faire des plus légers clairs. Et ce qui fait de nous d'ailleurs la plus ancienne société aéronautique du monde. Enfin, s'il existe une plus ancienne société aéronautique que nous, qu'elle le dise, mais jusqu'à présent, il semblerait. Donc ce sont nos racines. Nos racines sont l'aéronautique. Quand en 2007, nous avons vu les perspectives qui s'ouvraient à nous dans l'aéronautique et les opérations de fusion-acquisition que nous pouvions réaliser dans ce métier. Il y avait aussi pas mal de perspectives dans la marine. Bon, les actionnaires de ce temps-là ont pensé que peut-être il était temps de faire un choix, et le choix qui a été fait
a primé l'aéronautique qui représentait à cette époque les 4/5e du chiffre d'affaires. 80% du chiffre d'affaires était déjà dans l'aéronautique. Donc le mouvement de cession a été la conclusion d'une opération engagée bien avant. Une dernière question, parce que l'émission arrive à son terme. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas pour vous détendre en dehors? Comment est-ce que Olivier Zarouati change les idées? Ah, vous m'aviez dit que j'aurais que des questions faciles. C'est facile, ça. J'essaie de garder un petit peu de temps pour la lecture. La lecture. Voilà. Robert? Non, on peut justement lire énormément lorsqu'on prend l'avion. C'est quoi votre dernier ouvrage? Écoutez, là, on rentre dans un domaine un petit peu plus... Plutôt du roman, plutôt des choses... J'aime bien le roman, oui. Ouais. Bon, merci en tout cas, Monsieur Zarouati, de nous avoir rendu visite. Merci Robert aussi. Merci à vous tous pour ces questions, elles étaient nombreuses. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci.